Et je me suis rendu compte par la suite que j'avais eu des profs collaborateurs. Nous avons des profs qui sont restés à Strasbourg alors que la fac était repliée à Clermont-Ferrand. Et des gens célèbres. Alors, j'ai les noms, je les citerai si vous me torturez. Hein. Alors, ça n'a pas d'intérêt de donner les noms, mais c'est des gens qui ont eu une carrière. C'est des gens qui ont eu une carrière chez nous, hein, qui ont été recyclés. J'ai eu des profs collaborateurs, j'ai eu des profs résistants, comme Léonard Singer, qui a été professeur de psychiatrie à la fac. J'ai eu des profs juifs, protestants, laïcs. Je me suis rendu compte que tous, collaborateurs comme résistants, avaient décidé de taire cette histoire. De taire l'histoire suivante, que je vais vous raconter en quelques grandes lignes. Tous les profs avaient décidé, pour des raisons que j'ai essayé de dénouer par la suite, mais tous les profs avaient estimé que l'histoire que je vais vous raconter soit n'avait aucun intérêt pédagogique. C'était pas la peine de raconter cette histoire aux oreilles des étudiants, ils étaient trop immatures, ou ça allait peut-être trop les perturber, ou peut-être qu'ils voulaient protéger ces étudiants. Je travaille aussi sur deux figures strasbourgeoises. Vous connaissez le boulevard Le Riche, probablement, ou le pavillon Le Riche à une époque? Il y avait la chire infantile, il y a eu le service de diabétologie, cardio aussi, maintenant il y a l'Institut dentaire. C'était le pavillon Le Riche. Autour de Haute-Pierre, il y a le boulevard Molière, mais à l'intérieur du CHU, c'est le boulevard Le Riche. Est-ce que vous savez qui était René Le Riche? C'était le chef, un chirurgien de clinique. Oui. Chez nous, il a exercé chez nous, hein? Ouais, il a exercé là et il a fait des expériences. Vous savez, vous avez une idée? Bah, je crois, je suis pas sûre. Dites-nous. Bah, apparemment, c'est lui qui aurait entrepris les expériences sur les déportés. Mais bon, je ne sais pas plus, je ne veux pas raconter. Mais c'est intéressant. Oui, mais j'en ai entendu parler, j'ai déjà vu votre stand au forum des associations. Oui. Je me demandais ce que c'était, je suis arrivée à Strasbourg. Et puis bon, et puis il y a une plaque de toute façon à la fin. À la fac, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour le moment, je suis retraitée, je suis au Club 3, je fais partie des biens du comité, je suis stomisée contact, j'étais assistante dentaire dans le temps. Voilà. Et puis, elle danse à merveille. Qu'est-ce que vous dansez? Charleston. Ah, ok. Alors le riche, c'est un des plus grands médecins français du XXe siècle. Le riche, médecin chirurgien, il a fait des découvertes qui ont sauvé des milliers de vies en 14-18 avec Alexis Carrel. Donc il a fait le traitement de la douleur au niveau chirurgical et il a dit les patients, ils souffrent comme ils le disent. C'est un des rares docteurs qui croyait les patients. Il faut qu'on s'interroge sur la question de la foi. Dans mon expérience, le discours du patient est secondaire. Le discours du patient est réduit dans sa force et dans son originalité. Il faut qu'on ramène le discours à des grilles. Il faut qu'on mette le discours du patient dans un catalogue pour proposer un traitement. Le riche, il a écrit, le patient, il souffre comme il le dit. Le spécialiste de la douleur, c'est le patient. Et quand je me suis rendu compte de ça, eh bien moi j'ai proposé les ordonnances à mes patients dans le traitement de la douleur. Hein, et c'est eux qui déterminent les doses. Je me suis rendu compte que le patient savait mieux que nous à quelle dose il était soulagé. Ça demande des aménagements. Mais en même temps, pourquoi admettre que le médecin saurait mieux que nous qu'est-ce qui apaise ma douleur? En quoi le médecin est-il le spécialiste de ma douleur? Tant la douleur est complexe, et tant la douleur est personnelle. Elle renvoie au rapport à l'histoire. Comment maman souffrait?
ou comment maman intervenait quand je pleurais. Est-ce que la nuit, quand je pleurais, c'était de faim? Est-ce que c'était des coliques? Est-ce que c'était parce qu'elle était absente? Qui c'est qui écoute la qualité ou le défaut de l'expression de la douleur? C'est maman. Maman est le premier clinicien. C'est le Averroès ou le Maïmonide domestique de la maison. Hein. En quoi le docteur peut-il faire concurrence à maman? À mon avis, c'est impossible. Et donc le riche a beaucoup fait avancer la science chirurgicale. Il a été aussi le premier président de l'ordre des médecins sous Vichy. En fait, il n'a pas expérimenté, il a été... Alors, est-ce que, à l'époque de Vichy, c'était fin 40 pour lui, est-ce que le fait d'être premier président de l'ordre sous Vichy, aujourd'hui, peut être considéré comme une faute ou comme une qualité? À l'époque, on ne pouvait pas encore juger. Hein? Oui. La France entière était pétainiste. Ouais, ouais. Et ça dépend si c'était avant ou après les lois anti-juives d'octobre 40. C'était avant. Avant? Donc il a fait appliquer les 2 lois anti-juives de Vichy. Il porte son nom. Donc Strasbourg honore le riche. Strasbourg honore un homme extraordinaire, mais un homme qui a été vichiste. Le boulevard Le Riche autour du CHU de Haute-Pierre. Alors au niveau de l'Institut dentaire, on a effacé le nom de Le Riche. À mon avis, c'est une faute. Parce que les jeunes aujourd'hui ne sauront jamais que ce bâtiment s'est appelé Le Riche. Comme si en effaçant, on ne faisait pas confiance à la jeunesse pour faire la distinction entre le bien et le mal. Négationnisme. Je travaille sur une deuxième figure locale prestigieuse, Pierre Flimelin. Est-ce que vous connaissez Pierre Flimelin? Oui. Il a expérimenté aussi ou... Non. Qui est Pierre Flimelin? L'architecture à Ancien l'Esplanade. maire de Strasbourg, président du Conseil. Président du Conseil et du Parlement européen. Il a une statue à l'Orangerie. Il a détruit la Maison Rouge Il a détruit la maison. et les Halles. Ouais. Alors, Flimelin, juge d'instruction à Vichy de 41 à 44. Il a été notre maire pendant... Notre maire... Emmayer, ouais. Il a été juge d'instruction à Vichy. Et président du Conseil. Et président du Conseil. Donc alors, est-ce que c'était mal ou bien d'être juge d'instruction à Vichy entre 41 et 44? Je ne peux pas répondre, mais je demande à l'université de créer une commission juridico-historique pour que nos enfants ne nous reprochent pas d'avoir été gouvernés par quelqu'un qui a été aussi vichiste. En tout cas, l'histoire et le travail d'histoire doit nous guider. Alors, l'histoire que je vous raconte maintenant en quelques minutes, qu'aucun de mes profs ne m'a jamais raconté. Donc, on est en 92, j'ai 37 ans, et je rencontre Jacques Morel et Bruno Escoubès, qui sont au CNRS de Cronenbourg. Ils sont depuis longtemps choqués par la présence dans le jardin du CNRS d'un vestige de l'époque nazie. Je crois que c'est une sorte de synchrotron, un accélérateur de particules, que les nazis ont installé précipitamment, très peu utilisé, une centaine d'heures, et qui est resté dans le jardin du CNRS à Cronenbourg, comme une sorte de ruine. Et eux ont souhaité, dans les années 90, qu'on fasse mémoire de cet objet. Et qu'on puisse dire aux visiteurs, aux Strasbourgeois, voilà quelle était la vocation de cet accélérateur de particules. Et en même temps qu'ils font ce travail, ils me disent, Georges, on a écrit au président de l'université Louis Pasteur à l'époque, c'était M. Lostria, on a écrit au doyen de la fac de médecine, peut-être M. Guerlinger à l'époque, on l'a sensibilisé au fait qu'il y a à la fac de médecine des restes de juifs. Il y a à la fac de médecine, en tout cas il y a eu entre 43 et 44, dans
les cuves de la cave de l'Institut d'anatomie, il y a eu des restes de juifs. Et les rumeurs qui accréditaient le fait qu'on travaillait encore sur les cadavres de juifs. 92. Et ils me disent, on a une identité. Il y a eu 86 juifs qui ont été gazés au Struthof. Ils ont été gazés pour servir de matériel scientifique pour la création d'un musée de la race. Les nazis, qu'on m'avait toujours présentés comme des fous, en train de faire des pseudo-expériences, en train de s'amuser sur les cadavres de juifs et de tziganes, les nazis avaient sacrifié 86 juifs à la chambre à gaz du Struthof, et les corps de ces juifs étaient restés 1 an dans les cuves de l'Institut d'anatomie. 92. Et je me suis mis à travailler sur cette question, tout seul. J'ai écrit, à l'époque, au doyen, à M. L'Austria, au maire de Strasbourg. À l'époque, c'était la gauche, c'était Catherine Trottmann qui était au pouvoir municipal et qui était présidente de la CMC de l'hôpital civil. Le maire dirige le conseil d'administration de l'hôpital, toujours aujourd'hui. Hein. J'écris donc à ces personnalités pour inviter à mettre sur pied une commission d'enquête juridico-historique. Retraçons les événements historiques qui ont mené à gazer 86 juifs au Struthof. Et essayons de comprendre pourquoi des médecins ont estimé que c'était la priorité scientifique de créer un musée de la race où on aurait exposé des crânes de juifs pour garder des traces du matériel humain constitué par le juif appelé à disparaître. Je m'engage dans ce travail et en fait j'essuie à l'époque l'hostilité, la méfiance de la communauté médicale, on est en 92, et de la communauté juive aussi. Ça veut dire que toutes les communautés constituées se disaient, mais c'est quoi cette histoire-là? Elle n'est pas dans les livres, donc elle n'est peut-être pas vraie. C'est pas marqué dans les livres. On ne l'apprend pas à l'école de médecine. Qu'est-ce que ça veut dire que 86 juifs sélectionnés à Auschwitz, de 17-18 nationalités, sélectionnés par des anthropologues, Bruno Beger, sur les ordres du professeur Hirt. C'est quoi cette histoire? On va aménager une chambre à gaz au Struthof, exprès pour les gazer, en 1943, et pour créer un musée. Mais c'est complètement fou. Et de toute façon, les médecins allemands qui ont adhéré au nazisme sont faux et criminels. Ça n'a aucun intérêt de revenir là-dessus. C'est une histoire qui n'a pas existé. C'est une parenthèse de l'histoire qui ne compte pas. Et en fait, je travaille 92, je travaille et je me rends compte que les médecins à l'origine de ces expériences étaient les meilleurs médecins du monde. Les médecins allemands qui ont adhéré au nazisme étaient les meilleurs médecins du monde occidental. Les médecins allemands ont le plus de prix Nobel de médecine jusqu'en 1933. C'est la profession qui va adhérer le plus au nazisme sans y être obligé. Les médecins. Et c'est la profession qui va être à l'origine des premières lois raciales nazies, dès juillet 1933. Les anthropologues et les psychiatres vont être à l'origine des premières lois raciales en juillet 1933, la loi sur la prévention de la transmission des maladies héréditaires. Il faut absolument que les épileptiques, les alcooliques, les vieux, tout à l'heure Marc parlait de la vieillesse. Une partie du travail des médecins, c'était de sélectionner les vieux. Et donc, je demande aux gens que je croise, mais comment tu reconnais un vieux dans une population générale? Comment tu distingues un vieux de quelqu'un d'autre dans la population générale?